Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver ensemble pour 7 jours en Martinique. Dans cette émission, nous avons le plaisir et j'ai le privilège de recevoir Christian Lachir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci. On rappelle que vous êtes 6e adjoint au maire à la ville du Marais. Vous êtes en charge de l'agriculture, de l'environnement et du territoire. On va voir en gros ce que ça veut dire. Vous êtes également le président de la commission développement du parc naturel régional. Et puis au-delà de ça, vous êtes de profession, vous êtes un horticulteur. Et vous y tenez, hein? Beaucoup. C'est une différence, on ne peut pas dire, en agriculture. Ben, c'est une différence entre l'agriculture et l'horticulture, c'est deux métiers différents. Logiquement. Voilà. Donc on verra tout ça. Et puis, bien entendu, avec vous, on va parler de l'actualité. Il y a des thèmes que nous avons choisis. Donc, bien, avant de commencer, on parlera de vous particulièrement. Avant de commencer, comme je salue donc Yannick Granier à la réalisation technique, Manuela Molu et tous ceux qui ont participé à cette émission, tous les journalistes, les reporters qui sont partis donc, sur le terrain. Et avant de commencer pour parler du premier sujet, Christian Lachir. Donc on a dit horticulteur, pas agriculteur, c'est normal parce que c'est deux produits différents qui en sortent de la terre, mais vous y tenez énormément. Oui, j'y tiens parce que... C'est une profession qui disparaît, c'est ça? Non, pas du tout. C'est un métier para-agricole et ce métier comporte 4 branches, la floriculture, l'arboriculture fruitière et ornementale, le métier de pépiniériste qui lui-même comprend au moins 3 métiers. La pépinière de multiplication, la pépinière d'élevage et la pépinière de sujets adultes. Et puis aussi le métier de la culture maraîchère qui fait partie de l'horticulture. Et ce qui est marrant, c'est que beaucoup de maraîchers ne savent même pas qu'ils font partie du métier de l'horticulture. Donc voilà pourquoi, lorsque l'occasion m'est donnée, je souligne bien cela, puisque c'est ainsi, quoi. Déontologiquement, c'est ça. C'est pour permettre également à notre jeunesse qui nous regarde de se dire que dans le métier de la terre, il y a les paras, donc, qui est l'horticulture, ou encore l'élevage, ou encore l'agriculture purement simple, avec toutes ces exploitations de bananes ou autres, et puis la diversification également. Alors, c'est très bien de me dire ça, parce que l'agriculture comprend l'élevage. Et dans l'élevage, il y a plusieurs types d'élevage. L'agriculture comprend la culture vivrière, donc nos familles, oui, nos légumes. Et l'agriculture également comprend les 3 grandes cultures, dont 2 maintenant, puisque l'ananas a diminué en surface. Mais les 3 grosses cultures qui sont la banane, la canne et puis l'ananas. Donc et puis tous les métiers divers de l'agriculture, tels que l'apiculture, l'aquaculture. J'ai déjà dit l'élevage avec ovins, caprins, etc. Donc voilà, ce sont des métiers de l'agriculture. Oui. Donc voilà. C'est un très beau métier en tout cas. C'est un très beau métier. J'aime à dire que lorsque je forme, quand j'ai l'occasion de former, de dire que c'est d'abord un métier de vocation. C'est d'abord un métier de vocation. Car si on n'a pas la vocation, quel que soit le niveau qu'on puisse avoir, eh bien on échouera en horticulture ou en agriculture. C'est d'abord un métier de vocation. Alors justement, parlons-en, puisque j'attendais que vous lanciez ce mot de vocation. Vous êtes formateur également à la prison du COS. Vous trouvez des vocations là-dedans? Ah, je vois que Gisèle Richer est bien renseignée. Effectivement, depuis janvier, j'enseigne à la prison de Ducos. Alors cela fait partie de ma philosophie personnelle, c'est-à-dire d'aider les plus démunis. Donc c'est une décision que j'ai prise depuis une vingtaine d'années et je porte aux plus démunis, aux nécessiteux, une information technique pure. Et donc lorsque la proposition m'a été faite d'enseigner l'horticulture à la prison de Ducos ou avec Patrick Noléo et moi-même, nous avons écrit le projet pour la prison de Ducos à ce niveau-là. Je n'ai pas hésité. Et puis, 1 an après avoir écrit ce projet, eh bien, ceci a été accepté et j'y suis. Alors... ça fleurit déjà, ce projet? Oui, parce que depuis janvier, nous sommes depuis janvier, il y a de la production. Alors, on est sur la culture maraîchère et de l'arboriculture fruitière. On est sous 2 axes-là. Et au niveau de la culture maraîchère, eh bien, il y a eu déjà on a commencé en janvier, donc nous sommes en juin, là, mi-juin. Il y a déjà eu au moins 3, 4, 5, 6 récoltes déjà. Et alors la diversification, effectivement, on est en culture maraîchère,
mais on est diversifié en culture maraîchère. C'est-à-dire que là, il y a eu production de laitue, production de concombres, production de courgettes, production de piments végétariens, production d'aubergines, de gombo. Donc voilà, il y a eu déjà quand même tout ceci. Et les récoltes ont déjà commencé. Bien sûr. Donc sans compter qu'on a également réalisé un jardin créole. Donc également. Et là, bientôt, nous allons démarrer l'arboriculture fruitière. D'accord. Donc oui, ça produit. À usage interne Tout ceci se fait à usage interne. D'accord. Tout ceci se fait à usage interne. Et c'est sous le volontariat, c'est-à-dire ce sont des prisonniers qui se sont inscrits, qui sont volontaires à suivre la formation. Alors c'est dans leur intérêt, puisque finalement il y a des remises de peine en suivant la formation, et puis en même temps ça leur permet d'acquérir un certain savoir, et puis aussi d'avoir l'esprit ailleurs que d'être confinés comme ils le sont là, parce que les conditions de confinement sont très difficiles, très dures, mais enfin bon. Lorsqu'on a fait des bêtises, il faut bien payer sa peine. Mais néanmoins, il y a une promiscuité qui reste quand même humain. Oui, et puis il y a une promiscuité qui est quand même assez dure. Donc voilà. Alors, parmi eux, il y en a 12. Sous les 12, je pense qu'il y en aura peut-être au moins 4 qui se lanceront, parce qu'il ne faut pas non plus se voiler la face. Et avec un objectif à long terme de réinsertion quand ils sortiront de... Alors, il y a un double objectif. Soit, s'ils ont du terrain familial, eh bien, ils pourront, avec cet acquis, se lancer. Bien sûr. Ou alors de devenir des ouvriers qualifiés en culture maraîchère et en arboriculture fruitière, et à ce moment-là, de pouvoir travailler sur des exploitations. Bien. Alors, nous remontons sur le Marais, vous voulez bien? Oui, avec plaisir. En ce qui concerne donc, votre fonction au niveau de la mairie du Marais, avec une marina qui, en plein essor, enfin qui continue d'ailleurs, où vous accueillez les plus grands de la navigation. Alors c'est vrai que, en parlant des plus grands, je suppose que par subtilité de Gisèle Richer, fait allusion à Carré Nantilles, par exemple, qui peut recevoir aujourd'hui de très très gros bateaux, et parce que bon, c'est un projet qui dure depuis de longues années, et c'est un projet de vision économique du maire du Marais, Rodolphe Désiré. Et ceci, c'est après la fermeture de l'usine, qui était une usine fabriquant du sucre. Et donc, il fallait trouver un moyen d'une dynamique économique qui soit un nouveau moteur, une nouvelle locomotive. Donc, il a tourné le Marais de façon très pragmatique vers la mer et tout le développement économique autour. Alors, aujourd'hui, il y a Carré Nantilles. Carré Nantilles, qui est un outil qui est un fleuron de la Caraïbe qui se trouve au Marais, et très peu le savent. Et ce projet en question, alors c'est vrai que il y a 2 mois, 3 mois, ils ont eu d'autres nouvelles, ils appellent ça des DARS, qui sont arrivés, et ils vont pouvoir prendre de très 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 gros bateaux, c'est-à-dire même les gros bateaux de la Marine nationale par exemple, et de croisière, pourront, s'ils ont un pépin... Ce ne serait pas la première fois, vous avez déjà fait ce test au niveau du Marais, avec un bateau de croisière. Oui, une fois, mais il n'y avait pas encore ceci. Mais là maintenant, l'équipement est totalement terminé et opérationnel. Et il faut savoir aussi que ce projet de développement tourné vers la mer n'est pas terminé, c'est-à-dire que c'est un projet qui va sur 20 ans. Donc des fois, il y a des gens qui n'ont pas pris la mesure. Donc il y a plein de petites critiques acides parce qu'ils n'ont pas pris des problèmes avec la Sopamar, alors? Il y a eu, jadis. Bon, aujourd'hui, je pense qu'il y a une certaine évolution de leur part, de constater qu'il y a une harmonisation avec la partie écologique et la partie économique. De toutes les façons, nous sommes des insulaires, nous sommes une île. Tout insulaire qui se respecte et qui est digne de ce nom et qui est conscient de ça, doit avoir un développement économique autonome. Et ce qui se passe au Marais, c'est je veux dire, le coutelas bien filé de l'autonomie économique. Donc, il faut accompagner cela. Parfait, on reviendra après sur votre fonction au niveau du parc naturel régional. On se lance dans le sport, vous voulez? Je vous emmène voir une exposition 1, 2, 3, Sporté. On regarde ce reportage, ça se déroulait au Carbet des Sciences. C'est une exposition autour du sport. Le Carbet des Sciences a inauguré ce matin sa nouvelle exposition interactive 1, 2, 3, Sporté.
Sur 200 mètres carrés, l'exposition aborde différents aspects du sport, le fonctionnement des muscles, les bienfaits apportés par la pratique physique, mais également l'importance de l'hydratation, de l'alimentation ou encore les dangers du dopage. Durant la visite, le public apprend également sur le rapport qu'entretient l'homme à la technique à travers le sport. L'exposition est accessible aux non- et aux malvoyants puisque les textes de l'exposition sont traduits en braille. 1, 2, 3 Sporter, une façon ludique et interactive de s'informer sur le sport et tout ce qui l'entoure. Comme toute exposition de culture scientifique, technique et industrielle du Carbet des Sciences, nos objectifs sont multiples. C'est apporter de la connaissance à nos concitoyens, c'est le premier objectif. Il y a très peu d'expositions sur le sport, consacrées au sport en culture scientifique. Il me semble que c'est la 4e. Il y en a une au Canada, une en Suisse, une aux États-Unis et maintenant une pour les Antilles. Donc apporter de la connaissance, mais également créer des vocations, pourquoi pas, dans les métiers du sport, ou créer de la vocation chez nos concitoyens pour faire du sport. À travers les messages qui sont véhiculés dans cette exposition et les informations qui peuvent être apportées au public, il y a un certain nombre de clés sur les bonnes pratiques ou les mauvais usages qui sont apportés dans cette exposition-là. C'est un outil pédagogique mais aussi ludique, comme tout ce que fait le Carbet des Sciences, c'est-à-dire qu'on veut faire en sorte que les gens apprennent de façon ludique, donc apprennent en s'amusant. Donc c'est pas une corvée de venir voir cette exposition, il y a des manipulations, il y a de la vidéo, il y a de l'interaction entre le public et l'information. L'exposition interactive 1, 2, 3 Sporter est visible et ouverte à tous au 2e étage du centre commercial Le Rond-Point. Voilà, donc pour l'exposition, vous êtes sportif aussi, vous? Oui, j'ai pratiqué 7 disciplines sportives et ça fait 10 ans que je ne fais plus de sport de façon intensive. Bon, là, je ne fais que de l'entretien de temps en temps, ça dure 1 fois ou 2 fois par semaine. Mais oui, j'ai été longuement... Oui, j'ai fait beaucoup de sport. Et une telle exposition, quand on regarde que ça fait la 4e fois, donc après les grandes nations, la Martinique... Et 4e ouais. Dans le monde. Eh bien, déjà, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir, parce qu'on se dit, bon, ben, tiens, notre île est quand même se hisse parmi les grands. Et puis aussi... aujourd'hui, où les gens ont tendance à avoir un souci sur leur santé, alors j'ai un petit sourire dessus parce que finalement les gens ont une tendance sur leur santé, mais plus pour le côté plastique que pour le côté résistance physique. Donc le fait de voir sur ce plateau cette émission, il y a au-delà de la résistance physique, il y a vraiment la santé anatomique. Et je crois que c'est ce qui est le plus important en fait au niveau du sport. Et je pense qu'il faudrait qu'il y ait un développement un peu plus important que cette journée-là qu'il y a eu, pour que les uns et les autres puissent s'y approprier. Et surtout que d'après ce que j'ai compris, c'est à la portée de tout un chacun. Donc, y compris les porteurs de handicap. Voilà, oui, surtout qu'en même temps, mais les handicapés et même les non-voyants, parce qu'ils ont prévu tout cela. Donc c'est vraiment un sport là qui est très large, qui n'est pas fermé. Une exposition que vous allez peut-être recevoir, vous demandez qu'elle vienne dans le Sud? Mais pourquoi pas? Je dirais pourquoi pas, oui. Oui, parce que finalement, le Sud se développe de plus en plus. Alors c'est vrai que le Sud s'est développé à un moment donné par rapport à la partie plage, etc. Mais aujourd'hui, le Sud prend une autre tournure. Il y a un développement économique qui se fait. C'est ça. Et aussi sportif. Donc ce serait bien qu'ils viennent dans le Sud, et le Marin est tout prêt à les accueillir à ce niveau-là. Et là-dessus, il n'y aura aucun souci à ce niveau-là. Voilà, une exposition, donc c'était au Rond-Point. Au rond-point qui continue. Voilà. Deuxième sujet, on va parler syndicat. Vous étiez syndicaliste, vous aussi, à un moment, je crois. Ah oui, pendant 20 ans. Oui. Pendant 20 ans. J'étais secrétaire général à la FDSEA, j'étais porte-parole à l'OPAM. Absolument. Et après, je suis redevenu à la FDSEA en tant que premier vice-président. Et puis voilà, quoi. Ça c'est le plan purement syndicaliste. Absolument. Autrement, j'étais à la Chambre d'agriculture comme deuxième vice-président. Oui. Donc le monde du syndicalisme, je l'ai pratiqué pendant 2 décennies et demie exactement. Voilà, donc vous pourrez nous parler de la loi travail. Donc la Martinique aussi s'est mobilisée. Mais dans cette mobilisation, vous allez voir, la CSTM, la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais, a décidé de faire bon à part pour cette revendication. C'était lundi qui est passé. Plusieurs syndicats ont appelé à la grève aujourd'hui.
L'intersyndicale CDMT, CGTM, FSM, FO, FSU, UNSA se sont mobilisés pour dire non à la loi El Khomri qui modifie le code du travail. De son côté, le syndicat CSTM avait lui aussi lancé son propre appel à la grève. Lui aussi protestait contre le projet de loi travail, mais souhaitait exprimer également des revendications propres aux travailleurs martiniquais. Nous sommes mobilisés pour plusieurs choses. La première, c'est surtout qu'il y a la loi Nkoni, mais il y a également les conflits qui sont en cours, où le patronat traduit automatiquement les travailleurs devant les tribunaux avant même d'essayer de négocier. C'est le cas du groupe Parfait. C'est aussi contre le fait que des travailleurs à la fourrière où l'État a pris la compétence sont aujourd'hui dans la rue et qui ne sont pas licenciés et que l'État qui a la compétence ne dit mot. Alors que lui-même avait fait un appel d'offres qui a été cassé. Nous sommes également dans la rue sous le fait que nous avons des travailleurs qui travaillent dans le réseau Mosaïque et qu'aujourd'hui il y a une disparité de salaire entre co-sous-traitants et sous-traitants des sous-traitants. Nous sommes dans la rue également pour dire stop à cette dérive quand la justice condamne des travailleurs à 10 000 € par personne et par jour. Quand la justice les condamne solidairement à 10 000 € par jour, nous disons que c'est très grave. Quand un syndicat contre le fait qu'un syndicat demande à la justice de désigner un médiateur et que c'est le magistrat qui répond en disant qu'il n'y aura pas de médiation tant qu'il n'y aura pas de levée de barrage, nous disons que c'est très grave et que c'est par conséquent, nous luttons également aujourd'hui par le fait qu'il y a des huissiers qui se font accompagner par des hommes de main. On n'avait jamais vu ça. Donc par conséquent, tous ces dérives-là, il faudra les réprimer et il faudra absolument que nous montons beaucoup plus haut dans ce combat. Et aujourd'hui, ce n'est qu'un acte 1 puisque nous ne savons pas encore demain comment les choses vont se passer, mais il est évident que si cette situation doit perdurer, la CSTM est déjà prête pour aller beaucoup plus loin que ça. La mobilisation contre le projet de loi travail continue. Les syndicats n'entendent pas faiblir leurs actions de protestation. Alors, on va essayer d'analyser deux choses, Christian Achir. D'abord, donc, la CSTM à part, contrairement à s'est dissociée des autres syndicats pour des revendications, comme a dit Bertrand Rambouilly. Aujourd'hui, quand je regarde certaines manifestations, je ne peux m'empêcher à penser à 2009 et de voir que ça a été un fiasco syndical total. Et l'ancien syndicaliste que je suis, enfin, que j'ai été en pratique, mais je le suis en moi-même, toujours, je me dis qu'une bonne grève, une bonne manifestation, c'est lorsqu'on arrive à apporter des solutions évolutives pour ceux que l'on défend. Et non pas maintenir des mouvements qui deviennent statiques et qui demain ne portent pas grand-chose. Et j'avais écrit une fois, mais c'est lié tout ça. En 2009, j'avais dit attention, aujourd'hui tous dans la rue, demain seuls sur le trottoir. Et plus souvent que vraiment ce qui se passe, parce qu'on ne parle jamais des après-grèves. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire il y a 200, 300, 500 personnes pendant plusieurs jours, pendant plusieurs mois. Et puis après, y a-t-il 200, 300 personnes toujours en place? Et je me dis qu'au fait, le social, la défense syndicale, c'est d'éviter qu'il y ait une augmentation de gens sur le trottoir. Or là, ce n'est pas le cas. On fait son show, on est là, les gens sont dans une sorte d'euphorie, mais on ne passe pas à demain. Pour moi, les vraies luttes syndicales que nous avons connues à une époque du temps de Pulvar, du temps de Ursulé, on a tendance à oublier qu'il a été syndicaliste et tout ça, c'est un peu le cas toujours de Philippe Pierre Charles. Je crois que c'est le seul qui est resté pur. Mais où le souci de ces hommes-là, c'était de permettre aux gens d'avoir une amélioration, mais sans pour cela perdre. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit, on va jusqu'au boutisme, mais lorsque l'on perd, eh bien, il n'y a aucun journaliste d'ailleurs qui va fouiller pour dire tiens, mais au fait, ils étaient 30 là, aujourd'hui ils ne sont que 5. Parce que c'est la réalité, mais ça on n'en parle pas. Donc ça m'inquiète. Quand je vois ça, ça m'inquiète. Il a cité le groupe Parfait parce qu'effectivement ils sont en grève. Mais enfin, ils étaient. Ils étaient en grève. Il a parlé de les huissiers se font accompagner, etc. C'est toujours produit. Ce n'est pas une nouveauté. Moi-même j'ai connu ça. C'est toujours produit. Donc à la limite, ce n'est même pas à souligner. Par contre, ce qui serait bien de faire, c'est de se battre pour assurer
un réceptacle de garantie de travail et d'évolution dans le travail, et non pas des feux de paille, quoi. Voilà, donc voilà ma réaction. Donc ça c'est pour la bonne apport. Donc, oui, et maintenant sur la loi travail, donc cette loi qui est depuis déjà quelques mois. Alors cette loi travail... est-elle aussi scélérate qu'on le dit, vous avec un regard syndicaliste? Oui, parce qu'au fait, je pense à mon père et Père Cessande, la France, qui est très monarque, ne s'est jamais remise, mais on oublie tout ça, s'est jamais remise de l'après-guerre, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne, nous étions en guerre avec eux. Enfin, je dis nous, puisque nous sommes sur la législation française. Elle s'est remise, elle. Bon, la crise européenne, l'Allemagne est en train de se remettre. La France ne s'est pas remise de la Deuxième Guerre mondiale, et la France n'arrive pas à se remettre de la crise européenne. Donc, c'est que les Français ne savent pas choisir les bonnes personnes? Les Français sont tellement monarques qu'ils sont enfermés dans un fonctionnement. En réalité, je vais choquer comme je le fais d'habitude. Les Français sont restés royalistes. Même si c'est sous la République, mais ils ont un esprit royaliste. Quand on regarde bien, en fait, ils ont un esprit royaliste. Le fait de rester monarque dans leur fonctionnement, c'est tout ça. Donc, alors, là où les gens se font avoir, c'est que chaque fois que c'est un gouvernement socialiste, c'est eux, chaque fois, qui prennent des décisions de ce type. Hein. Les 35 heures, tout le monde était bien content, mais ça n'a pas créé d'emploi pour autant. Et aujourd'hui, il y a une remise en cause des 35 heures, tout doucement. Et on ne sait pas comment faire pour revenir. Mais ça a quand même grévé l'économie. L'économie, c'est le moteur et le ballon d'oxygène de la société. S'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de social. Donc là-dessus, la France s'est embourbée dans un fonctionnement comme ça. Et aujourd'hui, ils veulent prendre des décisions brutales. C'est pour ça que je dis qu'elle est scélérate, parce que c'est brutal. Et ça va toujours coincer. Alors, la politique aujourd'hui là, de François Hollande, pardon, eh bien, c'est de jouer le pourrissement. Bon, on verra bien ce que ça va donner. Alors c'est vrai que s'ils gagnent au niveau du pourrissement, ils auront gagné. Mais si aussi ils perdent, ça va faire très mal. Personnellement, je ne suis pas pour cette loi-là. Maintenant, je suis pour qu'il y ait une révision pour que l'économie puisse repartir. Et ça, il faut oser. Et ce n'est pas par cette loi qu'elle va repartir? Non, pour moi, non. Pas du tout, parce que la preuve en est. Les gens sont dans la rue. Les gens sont dans la rue. Et puis aussi, disons ce qu'il y a à dire, même si l'INSEE, j'ai entendu qu'il y a eu 3,5% d'augmentation, etc., mais ce n'est que 3,5%. Et plus ça va, plus les... C'est une situation déjà catastrophique. Très catastrophique, c'est juste. Et puis pour finir avec ça, la misère, elle augmente. Depuis une dizaine d'années, le français moyen, ce qu'on appelle le français moyen, il est dans la misère. Hein. La misère, ce n'est pas uniquement le clochard qu'on voit dans la rue. Le français moyen est dans la misère. Vous avez des gens qui travaillent, et qui ont pignon sur rue, qui ont un bon poste, et puis des fois qui n'arrivent pas à payer leur loyer, qui n'arrivent pas à finir les deux bouts. Et ça dure depuis une bonne décennie. Donc c'est dû à quoi? C'est une misère cachée. C'est une misère cachée, et c'est une misère qui est dure, très dure. Et c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'il y a un système français qui ne colle plus. Donc voilà. Allez, le sujet qui va vous intéresser, c'est les crèches pilotes. Ça vous dit quelque chose, les couches culottes, les couches bébés témoins dans le temps? L'opération bébé témoin, c'est la CACEM qui avait lancé cette opération. Ça vous amuse, mais c'est pour revenir sur les couches lavables. Parce que les couches qu'on jette, et vous qui êtes au niveau du parc naturel sur le territoire et aussi pour pas mal de choses, sur le développement, ça peut vous intéresser. Aujourd'hui, la CACEM, après avoir lancé les bébés témoins, lance aujourd'hui les crèches pilotes. Tout simplement, l'objectif, c'est de tester la mise en place de cette procédure d'utilisation des couches lavables qui existait déjà dans les maisons. Eh bien, on les lance maintenant dans les crèches. Seront-elles partie prenante? Le lancement s'est fait et nous y étions. Après l'opération Bébé Témoin lancée en janvier 2015 auprès de 15 parents volontaires, la CACEM a lancé l'opération Crèche Pilote auprès de structures de la petite enfance des villes membres de la CACEM. Cette action s'inscrit dans la démarche de sensibilisation des couches lavables auprès du grand public et des professionnels de la petite enfance engagés par la CACEM.
Mais quel est l'objectif de l'opération Crèche Pilote? L'opération Crèche Pilote que la CACEM a menée se situe dans le cadre du programme local de prévention déchets que la CACEM a lancé depuis 2011 avec le financement de l'ADEME. Et notre objectif, c'est de sensibiliser à l'utilisation des couches lavables. Donc on a déjà mené plusieurs actions et là, après l'action auprès des parents, des familles témoins, on voulait pouvoir tester dans les crèches comment ça pouvait se passer. Parce qu'on n'en avait pas connaissance, il n'y a pas d'expérimentation qui était menée précédemment. Donc c'était une première expérience pour voir en accueil collectif comment peuvent être utilisées les couches lavables puisque c'est un changement de pratique. Donc l'objectif c'est de pouvoir tester ce changement. Cette expérimentation de couches lavables s'inscrit dans une optique de réduction des déchets et de protection de l'environnement. Après ces 5 semaines d'expérimentation, quel bilan pouvez-vous faire sur les résultats qualitatifs et quantitatifs de l'utilisation des couches lavables? Alors déjà au niveau des a priori, on s'est rendu compte que les a priori ont été levés. Il n'y a pas eu de difficulté à passer de la couche jetable à la couche lavable. C'est devenu comme une évidence, on va dire, pour les professionnels au niveau du changement. Une fois qu'on leur a montré l'utilisation, le change en fait de l'enfant se fait de la même façon que pour une couche jetable. Déjà donc c'est une première chose très importante, c'est-à-dire que les habitudes ne sont fondamentalement pas changées au niveau de quand il faut changer la couche. Ensuite, pour la prestation, effectivement, enfin le moment de lavage en fonction des crèches, même les crèches qui ne faisaient pas ça ont trouvé leur organisation et ont pu trouver le gain en fait avec déjà, ils avaient déjà les machines, on va dire, en place et donc ils ont pu mettre en place cette opération de lavage sans difficulté. De même pour le stockage et le pilage des couches, il n'y a eu aucune difficulté. Donc au final, au niveau du changement, c'est plutôt positif pour les crèches. Elles ont vraiment apprécié cette opération. Et pour nous, quantitativement, on a pu identifier les quantités de déchets que l'on peut éviter. Parce que c'est ça, l'utilisation des couches lavables, ça permet d'éviter d'utiliser des couches jetables, donc d'éviter de produire des déchets. Et c'est là notre objectif, qui est un objectif global de réduire nos déchets de 7% sur le territoire de la CACEM. Et donc, éviter de jeter des couches jetables, c'est contribuer à réduire les déchets. Cette opération a connu un franc succès auprès des crèches et des parents. Écoutons Lady Rami Aleb, responsable de microcrèche, qui nous en dit un peu plus sur cette expérimentation. Mon ressenti est d'avoir contribué à une opération pensée pour le fonctionnement des structures et pour les enfants également. Et d'avoir vraiment été accompagné dans la mise en place de quelque chose d'extrêmement nouveau en fait, avec des personnes expérimentées et qui avaient déjà mis en place ce type d'organisation technique dans d'autres structures, donc forcément avec des remarques pertinentes et très adaptées. Alors c'est vrai qu'on ressent qu'il y a encore un gros travail à faire dans l'optique de passer aux couches lavables chez les parents. Alors généralement le type de réaction c'était couche lavable, oh là là mais c'est compliqué, moi j'ai déjà du mal à faire mes 2 lessives par jour, la crèche, mais il n'y a aucun problème, allez-y, je vous en prie, pas de problème. Voilà, donc c'est vrai que pour la continuité et pour réduire encore plus de déchets, il faudrait vraiment que les structures passent au lavable et les familles. Et c'est pas encore gagné. Je pense qu'il y a encore un gros travail de sensibilisation à faire parce que les personnes souvent sont restées sur une expérimentation avec des couches lavables d'il y a, on dira, une dizaine d'années qui n'étaient pas pensées comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les couches lavables que la CACEM a mis à notre disposition ont un revêtement extérieur imperméable. Et ça change tout. Et concernant les enfants, comment s'est déroulé le passage de la couche jetable à la couche lavable? Alors les enfants, on leur a présenté les couches, on a pris le temps de leur expliquer simplement voilà, qu'on allait leur proposer plutôt ces matières-là pour l'échange. Et en fait, les couches sont pensées aussi. Alors c'est vrai que nous ne sommes pas très coloris, vifs dans les structures, mais pour le coup, voilà, du coup leur attention était bien centrée sur la couche. Et les premiers changes, les enfants s'agrippaient aux couches lavables. Ils ne voulaient pas qu'on change leurs couches lavables parce que les motifs sont, c'est vrai, très très attrayants. Et il fallait leur présenter la couche lavable propre qu'ils manipulaient pendant qu'on retirait l'autre et en leur assurant qu'on leur remettrait une couche lavable. Donc c'est vrai qu'on en a beaucoup ri. Au-delà de l'aspect ludique de la couche, je pense que derrière cette réaction, je pense qu'il y a un grand confort. C'est vrai que l'insert en fibre de bambou à l'intérieur, même au toucher, vous voyez, ça fait un peu velours. Donc j'imagine qu'il devait être très confortable. Si le bilan s'avère positif,
La démarche pourrait servir d'exemple à l'utilisation de couches lavables auprès de l'ensemble des structures petite enfance des communes membres de la CACEM. Les couches lavables, c'est vrai que ce n'est pas exactement la même chose au niveau du parc naturel, mais dans l'environnement, effectivement, ne pas avoir de couches à jeter, c'est quand même des taux de déchets en moins, ça. Oui. Alors, j'ai rigolé tout à l'heure parce qu'en fait, les couches, c'est loin pour moi. C'est loin. Ah ben oui. Et bientôt près de 30 ans. Mais en regardant le reportage, je constate qu'il y a eu une très grande évolution et c'est un retour aux couches. Bon, elle a dit... amélioré. C'est un retour aux couches, sauf que celles-ci sont améliorées, c'est-à-dire qu'elles sont décorées et tout ça, et puis c'est imperméable. Auparavant, les couches étaient non jetables, mais elles n'étaient pas imperméables. Là, celles-ci sont imperméables, donc il y a eu une progression et une bonne imagination de la couche. Et j'ai trouvé ça un reportage très plaisant. Et aussi, c'est cette conjugaison-là que j'aime bien d'ailleurs avec notre écosystème, avec l'écologie. Surtout qu'on sait qu'il y a près d'un continent en mer, dans les océans, de plastique. Donc, arriver à éviter, ne serait-ce qu'avec les couches, d'ajouter les couches à cette pollution-là, c'est très très bien. Et je profite de l'antenne pour inciter toutes les mamans et ainsi que les papas, parce qu'il y a quand même des papas aussi qui sont là. Donc les parents à se lancer dans la couche lavable améliorée. Et puis aussi, auparavant, les gens lavaient beaucoup à la main. Aujourd'hui, il y a la machine à laver. Hein, donc, et puis des machines à laver aussi très performantes et très sophistiquées, où on peut mettre une programmation. Voilà, même pour 1 seul kilo de linge. Donc, je crois que tout ça va de pair. Et c'est très très bien, c'est très très bien. Et moi, j'ai été émerveillé de voir la petite couche là, madras. Ça, vous avez déjà la fibre papille qui vous permettra de mettre des couches madras. Et c'est vrai qu'au niveau du parc naturel, l'environnement du territoire, ça peut être également une contribution. Hein. Oui, puisque le parc naturel est quand même sur 32 communes, 32 communes sur 34. Et y compris non seulement la partie terrestre, mais la partie également côtière. Et c'est vrai que oui, ça nous intéresse parce que la pollution au niveau de la partie côtière, elle est existante. Et le parc fait un très très gros travail à ce niveau-là, avec beaucoup de sensibilisation, beaucoup également de sorties nature. Et ces sorties nature sont des sorties nature éducatives de façon très ludique. Donc nous pourrons être, il faudra que je en discute avec le président Boutret, mais on pourra peut-être demain être un petit peu un partenaire de cela, parce que contribuer chaque jour pour réduire la pollution, c'est contribuer à l'épanouissement et à la longévité de l'être humain. Et tout à l'heure, nous allons voir avec vous, ce n'est pas dans le sujet, mais nous allons voir avec vous la traversée Fort-de-France-Gaz Pilote. Ça aussi, c'est le territoire. Sera-t-il plus ou moins pollué par rapport au gaz donné dans la mer par rapport à cette traversée? Et puis économique aussi pour ceux qui sortiront du Nord. Nous allons voir tout à l'heure, mais je préfère tout de suite que nous allons voir. Vous donnez votre sang, vous? Vous êtes inscrit? Alors, j'ai été un donneur de sang et de plaquettes pendant 30 ans. À un âge, on n'en donne plus, c'est ça? Non, je peux encore en donner, mais sauf que il y a 5 ans, j'en avais trop donné, et qui fait que j'ai eu une diminution de mes globules rouges. Non, j'ai eu une diminution du fer, donc du globule rouge, parce que c'est un globule rouge qui a le fer, et il m'a fallu 3 ans pour pouvoir retrouver mon taux de fer. Et du coup, j'ai arrêté de donner. Bon, mais je peux encore donner. Mais donc voilà. Mais j'étais un très grand donneur et je donnais des plaquettes également. Parfait. Donc c'était la journée mondiale des donneurs de sang. Ça s'est passé sur le front de mer à Fort-de-France, où il y avait en plus la noctambule, c'était la semaine d'avant. Et puis là encore, d'autres mobilisations pour inciter les Martiniquais à continuer à donner. Nous approchons des grandes vacances. Nous avons également besoin de sang en Martinique. Et c'est le message que faisait passer l'EFS au front de mer. Comme chaque année, le 14 juin est la journée mondiale des donneurs de sang. En effet, elle est dédiée à promouvoir le don volontaire et célébrer les personnes qui font ce geste de solidarité. C'est également l'occasion pour les nouveaux donneurs de découvrir l'univers du don du sang.
Comment se déroule cette journée? Alors pour donner son sang, il faut avoir entre 18 et 70 ans. Il faut présenter une pièce d'identité lors du premier don. Quand le donneur arrive, le candidat au don arrive, il remplit un questionnaire. Il est vu par un médecin. Si c'est un premier don, on lui fait un test pour dépister une anémie, car on ne prélève pas les gens qui présentent une anémie. La durée du prélèvement, c'est à peu près 10 minutes. Et puis, on offre une collation, surtout pour réhydrater les donneurs et les surveiller pendant une dizaine de minutes. Alors, les femmes peuvent donner leur sang 4 fois par an et les hommes 6 fois par an. C'est le maximum. Hein. Mais il faut qu'il y ait au minimum 2 mois entre chaque don, pour les hommes et pour les femmes. Peut-il y avoir des contre-indications? Pour ce qui est des médicaments, évidemment, tout dépend de la cause qui a entraîné la prise du médicament. Et puis ça dépend des médicaments également. Il y a des médicaments qui contre-indiquent le don du sang pendant une certaine durée, comme le Roaccutane, qui peut entraîner, enfin il faut attendre 1 mois après la prise de Roaccutane pour donner son sang. Si vous prenez des antibiotiques, ça veut dire que vous avez eu une infection et dans ce cas, on attend 1 semaine après l'arrêt des antibiotiques. Voilà, ça dépend. Mais il y a effectivement des contre-indications définitives comme la transfusion sanguine, le diabète insulinodépendant. Quand vous êtes piqué par insuline, vous ne pouvez pas donner votre sang, une maladie cardiaque grave. Et il y a des contre-indications temporaires. Comme un voyage dans un pays où il y a du paludisme, où la contre-indication est de 4 mois. Il y a aussi des contre-indications de 28 jours quand on va dans la Caraïbe à cause du chikungunya. Et puis, il peut y avoir aussi d'autres contre-indications comme la fibroscopie, la coloscopie, une intervention chirurgicale, une contre-indication de 4 mois. Pourquoi la journée mondiale des donneurs de sang a lieu le 14 juin? Tout simplement parce que c'est la date de naissance du chercheur qui a trouvé la compatibilité, qui a mis le doigt sur la compatibilité en produits sanguins. Parce que vous savez qu'on ne peut pas transfuser n'importe quel produit sanguin à n'importe qui. On doit respecter des règles de compatibilité. Et c'est d'ailleurs une question précieuse en Martinique, cruciale même, puisque nous avons de nombreux malades qui ont besoin de produits sanguins très compatibles et sur lesquels nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes en Martinique. Quel message voudriez-vous faire passer à la population martiniquaise? En Martinique, nous importons un produit sanguin sur 4. Ça veut dire que nous ne donnons pas suffisamment pour pouvoir couvrir tous nos besoins. Alors si les produits que nous recevons de métropole fonctionnent bien pour des gens qui ont besoin de sang une fois dans leur vie, hélas pour ceux qui en ont besoin régulièrement, je parle aux malades drépanocytaires, pour celles qui peuvent avoir un problème lors de l'accouchement, si on veut qu'elles puissent continuer à avoir des enfants après, nous sommes obligés de leur trouver des produits sanguins très compatibles. Et le meilleur endroit, c'est d'abord d'aller trouver des donneurs dans le même bassin de population. Je rappelle qu'un donneur sur 3 en Martinique est compatible avec un malade drépanocytaire, alors que c'est 5 donneurs sur 100 en France métropolitaine. Donc il ne faut pas hésiter à venir donner, notamment pour ces malades-là, parce que c'est leur vie qui est en jeu. La transfusion n'est pas une question de confort, c'est toujours une question de vie ou de mort. Donc n'hésitez pas à venir donner pour nos femmes, pour nos grandes personnes, pour nos malades drépanocytaires qui comptent sur vous, pour tous ceux qui ont besoin de sang régulièrement. En plus du don de sang, cette journée a été accompagnée de plusieurs animations artistiques et musicales. Voici un extrait. If you like the way you look that much, oh baby-ish, go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something-ish, go and love yourself. Girl, you want on. I picked up by the rainy turning and your pussy tight in, oh my tight in, your pussy tight in, oh my tight in. I love it, I know me now. Back it up now, so me say. Take your time in a me corner, in a me 6:30, in a me corner. Sit down, mommy, sit down, mommy, sit down, mommy. Voilà, donc le don de sang, donc là aussi c'est une sensibilisation, il faut que les Martiniquais comprennent. Il faut que les Martiniquais comprennent, et moi je vais, dès que l'occasion m'est donnée, je le dis, il ne faut pas oublier que nous sommes des Iliens, des insulaires, et on doit avoir systématiquement ce réflexe, cet esprit de l'autonomie. Donc
on est 380 000 habitants, puisqu'il y a eu une diminution, hein, on était à 400 000, on a diminué, mais quand même, on devrait être autonome au niveau du sang. Quand j'ai entendu le reportage qu'ils reçoivent du sang de l'extérieur et tout ça, de la France, on devrait... On se dit nous, Martiniquais? Oui, on devrait être autonome déjà, donc avoir cette conscience-là que il faut qu'on donne du sang pour la population, pour le peuple martiniquais, et puis pour la population aussi, pour ceux qui vivent en Martinique. Pour soi-même aussi parfois. Et puis il faut aussi pour soi-même. Donc, mais il faut qu'on reprenne nos réflexes d'antan, c'est-à-dire nos réflexes de solidarité, d'insulaire, de prendre la mesure de notre insularité. Ce n'est pas un drame d'être insulaire, bien au contraire. Et là, ça va permettre d'avoir des réflexes d'autonomes, d'individus autonomes, de l'autonomie dans tout ce qu'on a à faire. Donc il faut donner son sang, il faut donner son sang. Très important. La fête de la famille, vous êtes pour la fête séparée, fête des mères, fête des pères ou fête de la famille? Alors, c'est tellement bien dit, avec tellement de subtilité que... la fête de la famille tout court, c'est une fête naturelle. Il n'y a pas d'élément artificiel, commercial derrière. Donc, je suis pour. Maintenant, la fête des mères, c'est une fête commerciale. La fête des pères, c'est une fête commerciale. C'est tellement commercial qu'il y a la fête des grands-mères. C'est tellement commercial aussi qu'il y a la fête des secrétaires. Pardon? Il y a la fête des grands-pères aussi, la fête des papis. Ah ben ça, j'étais même pas au courant de celle-là. On vous a pas encore dit bonne fête alors? En tant que non, mais je ne sais pas encore. Vous n'avez pas encore. Donc ce qui fait que mais tout ça sont des fêtes commerciales. Maintenant la fête de la famille, ça représente une cellule. Et ça, ce n'est pas commercial. Là, c'est une vraie fête. Ça, c'est une vraie fête. C'est vraiment l'élan du cœur. C'est vraiment l'élan de la soudure, l'élan du poteau mi-temps. Et donc, c'est ça. C'est une autre fête. Hein? Peut-être que c'est dans le même objectif qu'a voulu faire le président de la CTM, puisque c'était la fête de la famille qu'il organisait. Donc, c'était à la ferme Périne, c'était mercredi, et le président du conseil exécutif a présenté également donc le nouveau DGS, Jean-Guy Mercant, que vous connaissez, vous êtes du Nord, vous aussi. Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup évolué dans le Nord, qui fait que les 9/10 de la Martinique pensent que je suis du Nord, mais je leur ai toujours dit que j'étais du Sud, notamment du Marais, parce que ma mère est marinoise, mon père est petit bourgeois. Mais c'est vrai que le Nord m'a ouvert ses portes et j'ai beaucoup évolué dans le Nord, et notamment Saint-Joseph qui vraiment. Oui. Et c'est le berceau de l'horticulture. Hein, pardon? C'est qui était aussi le berceau de l'horticulture. Et de l'horticulture et principalement de la floriculture, c'est vrai. Absolument. Voilà. Allez, on regarde ce reportage. C'était la fête de la famille, mais aussi la présentation du nouveau DGS de la CTM. L'ensemble du personnel de la collectivité territoriale de Martinique, ainsi que les élus, se sont retrouvés aujourd'hui à l'hippodrome de Carrère pour partager un moment de convivialité dans le cadre de la fête de la famille. La fête de la famille était importante, je l'ai imaginé pourquoi. Parce qu'il y a trop de querelles insanes, débiles même. Il faut savoir qu'il n'y aura pas, qu'on le veuille ou non, de retour en arrière. Le conseil général est décédé. Le conseil régional est décédé. Donc ce n'est pas la peine d'en parler. C'est une évolution qui peut, pour certains, paraître insuffisante. Mais c'est une évolution. Et si c'est une évolution, il faut faire avec. Donc quand je parlais de fête de la famille, c'est-à-dire que tous, même s'ils conservent leur opinion particulière, mais tous doivent comprendre qu'il faut se mettre à l'œuvre pour que ce soit une réussite. C'est en ce sens-là que j'ai parlé de la fête de la famille. Et au regard du nombre très élevé, tous les pointages que nous avons réalisés nous disent qu'il y a plus de 4000 personnes ici. Mais je crois que c'est une réussite et que le message est passé. Et une fois que le message est passé, il suffit pour nous, les gestionnaires et les politiques, de rester ensemble, quelles que soient nos contradictions, pour faire en sorte que le cap que j'ai fixé soit atteint le moment venu, pas à pas, rame après rame, mais sans broncher. Cet après-midi festive a été également l'occasion de présenter officiellement Jean-Guy Mercant, le nouveau directeur général des services de la CTM. Parce qu'il est d'abord martiniquais, parce qu'il est encore martiniquais, parce qu'il est des parents à Sainte-Marie, parce qu'il s'appelle Mercant, parce que sa famille est originaire de Sainte-Marie,
puis parce qu'il a quand même quelques notions, puisqu'il a occupé des postes relativement importants. Donc j'ai fait choix, mais ce qui est important, c'est que c'était ces deux objectifs. Il est martiniquais, et que par conséquent, il est censé connaître mieux que quiconque encore les problèmes qui se posent dans la Martinique. Puis deuxièmement, il a des qualités que tout le monde reconnaît. C'est pourquoi que cet alliage, cette somme de qualités a décidé de mon choix. Et je ne le regrette pas pour l'instant. D'abord, je raisonne en tant que Martiniquais. Et je crois que lorsqu'on propose à un Martiniquais d'occuper ses fonctions à un moment aussi important pour la Martinique, il est difficile de refuser. Il y a un vrai challenge, il y a un vrai enjeu avec cette collectivité nouvelle qui va avoir un effet décisif sur l'avenir de notre territoire pour sa population. Et face à ces responsabilités, le choix a été vite fait. C'est mon parcours professionnel, le fait aussi que je me sois occupé de fusion dans mon dernier poste, qui a été une expérience extrêmement intéressante. Et puis j'ai embrassé aussi pas mal de dossiers à la fois par ma connaissance du territoire martiniquais, parce que j'ai travaillé aussi en Martinique. J'ai travaillé au Conseil général et à la préfecture de la Martinique aussi. Et donc il y a un certain nombre de dossiers d'ailleurs aujourd'hui, comme les temps abricots ou autres, sur lesquels à l'époque j'avais travaillé. La loi littorale, les 50 pages géométriques, ce sont des dossiers que j'ai portés à un moment donné aussi, quand j'étais en fonction en Martinique. Ce moment d'échange était une parenthèse de répit après les débuts tumultueux de la CTM secouée par des grèves. Voilà donc la fête de la famille, une belle famille, 4700 agents. Grosso modo, c'est une très grande famille à gérer. Oui, c'est une très grande famille à gérer. Et il faut ajouter à gérer. Et c'est vrai. Bon, je ne peux que souhaiter, je dis on ne peut que souhaiter que cela ne soit pas une parade et qu'en profondeur, il puisse y avoir cette cohésion. Et également, qui dit cohésion, dit partage, dit compréhension, et puis efficacité par la suite. Donc on ne peut que souhaiter que cela. Et le nouveau DGS, vous avez eu l'occasion de le croiser dans toutes les fonctions que vous avez, parce qu'il a travaillé d'abord ici déjà en Martinique, il a eu l'occasion. Eh ben, non, je n'ai pas eu l'occasion de le croiser. Par contre, vous l'avez découvert ? J'ai vu un reportage sur lui, donc je l'ai découvert. Bon, maintenant, il a beaucoup évolué à l'extérieur, et donc avec des mentalités différentes. La Martinique a sa mentalité, hein. Et de surcroît, les employés ayant un certain pli du côté de la CTM ex-région ont aussi une mentalité. Ex-région et générale. Voilà, très bien, j'oubliais cela. Donc il y a là encore une mentalité, un peu, une appendice de mentalité. Et c'est là-dessus, même si on est très compétent, il va falloir être très fin sur le plan de la psychologie et avoir beaucoup de tact et de la fermeté pour pouvoir faire fonctionner tout ce petit monde-là. Bien, nous allons donc à Ducos. Vous connaissez bien, c'est votre secteur aussi, Ducos, où il y a eu la grève des bus dans cette commune de Ducos. Les salariés disent, affiliés donc à la Force ouvrière Unité Sud Transport, qu'il y avait un non-respect des avantages acquis. Que sont-ils ces avantages acquis? Comment s'est déroulée cette grève? Qu'en est-il aujourd'hui? Le reportage. Pas de bus qui circulent sur la commune de Ducos. En effet, les salariés affiliés Force ouvrière, notamment les chauffeurs, ont cessé le travail depuis lundi pour dénoncer la remise en cause de leurs acquis sociaux par la direction d'Unité Sud Transport. Nous avons décidé de nous mobiliser, c'est parce que nous avons été repris par la section Unité Sud et les gens d'Unité Sud refusent de nous payer certains avantages acquis. Les avantages acquis, c'est-à-dire le 13e mois. Alors, ils pensent qu'ils nous payent une certaine partie des avantages, mais ils ne veulent pas payer le 13e mois. Alors, nous pensons que ça a été discuté en NAO, c'est un acquis, et nous nous battons pour garder notre acquis. Même s'ils ont embauché d'autres personnes dans les autres communes, mais n'empêche que nous avons eu déjà cet acquis. Nous avons déjà parlé avec la direction, et la direction va de promesse en promesse, et jusqu'au jour, ils ne peuvent pas nous donner un écrit qui nous permet de régler la situation. Et étant donné que nous travaillons par vacation,
C'est-à-dire qu'il y a une vacation du matin, une vacation de l'après-midi. Alors le matin, vous avez 10 chauffeurs, c'est ça? Une dizaine de chauffeurs le matin et une dizaine l'après-midi. Ce qui fait que, bon, ben, il y a certains qui viennent, mais tout le monde n'est pas présent. Tout le monde n'est pas présent là pour le moment. Mais n'empêche que tout le monde revendique les mêmes avantages et tout ce que nous avons eu pendant, aujourd'hui, ça fait pratiquement 12 ans que nous sommes au transport urbain du COS. Et nous disons que nous n'avons pas le droit de perdre nos avantages. Parce qu'il y a des gens qui se sont vraiment battus pour que ce transport-là arrive à ce niveau-là. La suite à notre mouvement, c'est la satisfaction. Jusqu'à ce qu'on n'ait pas de satisfaction, on continuera à gréver. Nous sommes supportés par notre syndicat FO, en la personne de M. Eric Belmar et des autres collègues de différents organismes. Et nous pensons que nous pouvons nous battre pour arriver à avoir ce dont nous avons. Pour l'instant, le dialogue social entre salariés grévistes et direction est suspendu. Pas de reprise à l'horizon. Voilà, donc pour une grève pour le 13e mois. Je trouve ça indécent. Je ne vais pas être long dessus parce que je trouve ça indécent, surtout dans la période où nous sommes depuis un certain nombre d'années de difficultés, où il y a des gens qui n'ont même pas un mois. Je trouve ça indécent. Voilà mon situation. Voilà, et puis le dernier sujet sur le projet médical, on sait que la Martinique, le CHU de Martinique, malgré toutes les difficultés, est référencé pour la Caraïbe. Il s'est passé donc cette présentation du projet médical, mais aussi le nouveau plateau technique en phase d'achèvement. Le CHU de Martinique a réuni ce jeudi les partenaires santé du territoire pour présenter son projet médical 2016-2020. Le projet médical est la stratégie mise en place par l'établissement de soins pour s'adapter aux besoins de santé de la population et faire évoluer l'hôpital. Cette présentation a également été l'occasion d'une visite du chantier du nouveau plateau technique du CHU de Martinique qui se situe sur le site de la Ménard. Un projet dont l'objectif reste d'améliorer l'offre de soins du CHUM. Ce projet de reconstruction du plateau technique de l'hôpital de la Ménard et du CHU de Martinique a plusieurs vocations. La première, elle est sécuritaire. Il s'agit bien entendu d'avoir un outil qui soit en mesure de répondre à tout instant à la prise en charge et à la mise en sécurité des Martiniquaises et des Martiniquais en cas de séisme. C'est la raison numéro 1 de ce projet. Ce projet, c'est aussi un projet extrêmement ambitieux pour tout ce qui concerne l'hospitalisation, puisqu'on va retrouver au cœur de ce bâtiment l'ensemble des salles très techniques, les blocs opératoires, les salles d'exploration fonctionnelle, les soins critiques, les urgences, les laboratoires. Tout ce qui constitue le réacteur du CHU va se trouver implanté dans ce nouvel établissement. Nous nourrissons de grandes ambitions pour qu'avec ce nouveau bâtiment, eh bien, nous soyons beaucoup plus visibles de l'ensemble de la Caraïbe et que nous puissions accueillir plus de patients originaires de toute la Caraïbe. Tous les partenaires de santé en Martinique étaient conviés à cette présentation du projet médical qui a pour vocation de créer une meilleure coordination entre ces derniers. Ce nouveau bâtiment va donner une impulsion au CHU avec la technicité et l'organisation que nous attendons au XXIe siècle d'un établissement hospitalier. Donc nous avons vu l'héliport, nous avons vu les plateaux techniques qui vont être de haute technicité, qui seront dignes d'un CHU pour justement servir d'appel et de centre de référence pour les pays qui relèvent de l'environnement caribéen, où justement le CHU, digne de son nom, pourra apporter la technicité et l'offre de soins de qualité et de compétences attendues. Ce projet médical intègre également l'offre médico-sociale dans le parcours de santé pour accompagner les situations de perte d'autonomie et répondre aux défis du vieillissement de la population. Importance plateau technique pour vous? Oui, très important. Je ne savais pas qu'il y avait autant d'opérations à l'intérieur de cela, de crier. Donc très très important. Et en même temps, bon, sous la fin, ils ont parlé des personnes âgées. Mais on en parle comme ça, mais il y a un secteur dont on ne parle pas beaucoup, c'est la partie de la neuropsychologie, et qui intéresse beaucoup les grandes personnes. Et c'est une spécialisation de la psychologie qu'il faudrait développer à fond à la Martinique parce que ça manque. Ça, c'est un élément. Maintenant, à côté de ceci, il y a également cette démantibulation des hôpitaux de la Martinique.
Et je profite d'ailleurs de ce plateau pour vous dire qu'au fait, on est dans une folie en Martinique. Il serait temps qu'on s'arrête un peu et qu'on revienne des Martiniquais encore insulaires, j'insiste dessus, parce que auparavant, aux années 40-50, les gens sortaient du nord pour aller accoucher sous Fort-de-France, les gens sortaient d'une partie du centre du centre-sud pour aller accoucher au Marais, etc. Ensuite, il y a eu une compréhension. Donc, d'autres hôpitaux ont pris naissance, Trinité, etc. Le Trois-Îlets, c'est très bien. Le Marais s'est amélioré. Ça a permis à tout un chacun de pouvoir avoir accès rapidement à l'hôpital. Bon, à l'hôpital au pluriel. Et aujourd'hui, on est en train de nous comparer avec des régions de France dont la fourchette de population est à peu près la même que la nôtre, mais on oublie qu'on n'a pas le même relief, on oublie qu'on n'a pas la même fluidité de circulation, etc., etc. Donc, et pourquoi auparavant on a arrêté, on a coupé court avec cette centralisation, et aujourd'hui on est en train de vouloir recentraliser. J'ai la forte impression qu'on est en train de retomber dans un fonctionnement colonial très profond afin de nous canaliser. Et là, je trouve bizarre que les Martiniquais du domaine, donc les médecins martiniquais et autres, ne soient pas encore soulevés avec beaucoup de pédagogie pour pouvoir créer une autre opération pour que certains hôpitaux demeurent. Vous vous rendez compte ils sont en train, ils essayent de spécialiser les hôpitaux. Donc ça veut dire que si vous avez une maladie X, eh bien, il va falloir aller dans tel hôpital, donc vous allez traverser et le Montgonvulsin, qui est un hôpital qui est récent, est en train de changer. Enfin bon, pour moi... il faut revoir la carte. Oui. Je trouve ça très malvenu. Et je crois qu'on est en train de nous bouleverser. Mais le problème, c'est que nous ne montons plus au créneau. Il faut qu'on monte au créneau de façon constructive. Voilà, l'heure c'est vrai que ça passe vite, une heure. Hein. Il y a encore des choses à dire. De toute façon, vous serez à nouveau notre invité, hein, Chris Dachir. Ben, ce sera avec plaisir. Puisque vous avez encore des choses à dire. On a encore des choses à connaître de vous. Ah. Absolument. C'est vrai que c'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette joie Martinique. Merci. On espère que vous serez des nôtres très prochainement. Ben, ce sera avec plaisir. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis. On remercie également les techniciens, tous les journalistes présents pour cette édition. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour une 7 jours en Martinique. Bonsoir.